Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 invités et 3 sujets. Grégoire Boucher, Benoît Dumoulin, Romain Guérin et un nouveau, pas sur l'antenne mais dans cette émission, Lou Vialet. Bonjour. Bonjour. 3 sujets. Le premier, c'est... je reviens sur l'interview qu'a donné le président de la République aux Parisiens il y a 15 jours. Et une interview qui a fait beaucoup de bruit sur les non-vaccinés qui l'emmerdent et un certain nombre d'autres sujets. On va revenir là-dessus, il m'a semblé important, parce que je crois que c'est un sujet, un tournant de la campagne. Deuxième sujet, 500 signatures, c'est la barrière actuelle pour accéder à la candidature à la présidence de la République. Éric Zemmour, mais d'autres, leur mettre en cause. On va revenir sur ce sujet, barrière nécessaire ou barrière scandaleuse. Et puis, troisième sujet, Éric Zemmour vient d'être condamné pour la 3e fois. Ma question, c'est toute simple. Est-ce qu'un multicondamné peut être élu président de la République? Voilà. Vous voyez, il y a matière à débattre et on se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. À tout de suite. Alors, premier sujet. Et avant le premier sujet, vous avez vu qu'on a toujours notre caricaturiste, j'y arrive, Ignace, qui est présent. Et à la fin, vous verrez, c'est assez marrant, la tête qu'il nous fait et les sujets qu'il aborde. Alors, premier sujet, c'est, il y a donc 15 jours, le président de la République a donné une interview aux Parisiens, qui était en réalité un panel face à des questions de lecteurs. Et il a dit un certain nombre de choses qui ont beaucoup fait parler, qui ont choqué certains sur les non-vaccinés, qu'il désirait emmerder. C'était une allusion au président Pompidou, qui disait qu'il ne fallait pas emmerder les Français. Ça n'a pas l'air d'être la position du président de la République. Et il a dit également d'autres choses sur sa candidature à venir, et puis également sur les sous-citoyens que seraient les non-vaccinés. Voilà. Moi, il m'a semblé que maintenant que le soufflet est un petit peu retombé, il fallait revenir sur ce sujet. Et je vais céder la parole à Grégoire Boucher. Grégoire. Bonjour Franck. Bonjour. Je ne sais pas si le soufflet est vraiment retombé. C'est un président qui insulte les Français, qui insulte ses citoyens, et qui crée de facto une catégorie de sous-citoyens, c'est un fait qui est absolument considérable, qui est historiquement unique, en tout cas dans l'histoire de la Ve République, qui est gravissime parce qu'elle crée le chaos. Elle crée le chaos pour tout, le chaos parce que en prenant la posture de celui qui insulte les gens et en les divisant par catégorie, il crée le chaos là où lui, normalement, un président est censé justement créer une forme d'unité. Donc, indépendamment de la question soulevée, qui est la question des vaccinés ou des non-vaccinés, ou de ceux qui ont confiance dans ce vaccin ou pas confiance dans ce vaccin-là, parce qu'à la limite, cette question-là, elle est très importante, mais elle est presque secondaire, à mon avis, par rapport au problème soulevé. Comment on peut raisonnablement, sans soulever une vague de polémique, se permettre d'insulter une catégorie de personnes, et qu'elles soient grandes, petites, minoritaires, majoritaires. Comment, quand on est président de la République, sans demander pardon? Et là, c'était une interview écrite, donc ça veut dire que ça a été pensé, c'était volontaire de sa part de vouloir mettre le feu, quoi. Grégoire, autrement dit, ce qui vous choque, vous, c'est pas le fait qu'il ait dit je suis décidé à emmerder les non-vaccinés, c'est de créer une catégorie de citoyens. Il y a les deux. Et pourtant, ce qui a fait polémique, c'est j'emmerde les non-vaccinés. Justement, hein. le fait de le dire, quel président, quelle gouvernance, quel chef d'entreprise se permettrait de dire je vais vous emmerder? Ça n'existe pas. Il y a un minimum de respect à avoir. Il a été élu, il nous représente, il représente les Français dans le monde entier. Il a été ridiculisé et il nous ridiculise dans le monde entier. Là, il y a déjà par rapport à la posture du président. Et puis la deuxième chose, c'est comment on peut créer une sous-catégorie de personnes. Au début, au moment où il y a eu la pandémie, beaucoup de gens ont dit attention, il y a un risque de créer un apartheid. Tous ces gens-là se sont fait traiter de complotistes, se sont fait insulter. On leur a dit voilà, vous pouvez pas tout mélanger. Là, de facto, il montre que ces gens-là avaient raison et qu'en effet, il a créé une sous-catégorie de citoyens. Il a créé un véritable apartheid, qu'on le voit d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Et de ce point de vue-là,
il est sorti de son rôle et c'est absolument scandaleux. Je ne sais même pas comment il a pas honte d'envisager de se représenter. Pour moi, il est décrédibilisé à vie. Alors, juste avant qu'on élargisse parce que il est vrai qu'il y a eu la phrase, et en fait, les gens sont focalisés sur ce terme, emmerdé, voilà. Et après, vous faites bien de le dire, que ce qui était scandaleux, c'était finalement la seconde partie de la phrase sur ces sous-citoyens. C'est non-citoyens même, mais moi, ce qui m'a le plus choqué encore, et personne ne l'a dit, c'est le « j'ai envie ». Oui. Parce qu'en fait, pour moi, un président... Mais dire j'ai envie, par rapport à la candidature, non, j'ai envie d'emmerder. C'est un caprice, c'est un caprice de gamin. C'est juste que pour moi, quoi qu'ils disent après, j'ai envie de... Pour moi, un président de la République n'a pas à avoir envie. Il fait parce qu'il doit, mais il n'a pas à avoir envie. C'est ce côté qui au niveau de l'émotion, en fait. Moi, qui m'a plus... mais attendez une seconde. Est-ce que c'était le président de la République qui parlait ? Bah oui. C'était l'interview d'un président de la République qui s'adressait aux Français. Et d'autant plus qu'encore une fois, c'était un entretien écrit, donc pesé, calculé, anticipé. Et pas, comme on avait dit, casse-toi pauvre con, avec Sarkozy, qui s'était emballé à l'occasion d'une manifestation. Oui. C'était pas excusable pour autant, mais il y avait, on va dire, des circonstances atténuantes qui étaient liées à... Là, il n'y a rien. C'est par écrit, c'est froidement. C'est un calcul que je trouve extrêmement dangereux pour la société. Benoît, vous êtes sur cette position ou... Ce qui pose un véritable problème, c'est que normalement, dans une société, il y a tout ce qui n'est pas interdit et autorisé. Et donc, le président peut très bien emmerder, je mets des guillemets, ceux qui font des choses contraires à la loi, au code pénal, mais que je sache, aujourd'hui, il n'y a pas une obligation de se vacciner. Il y a, quand on n'a pas de passe sanitaire et maintenant de passe vaccinal, des lieux qui nous sont interdits. Bon. Mais ce qui est très surprenant et très dangereux, c'est que finalement, le président Macron inaugure une nouvelle catégorie de citoyens et même une nouvelle catégorie de choses qui ne sont pas interdites, mais pour lesquelles un président va décider de mettre les bâtons dans les roues à des citoyens qui n'ont rien fait d'illégal. Je rappelle que ce qui est très important dans un État, c'est la distinction entre ce qui est légal et ce qui est illégal, et ensuite ce qui est légitime et illégitime. C'est la base de la philosophie politique. C'est le prof de droit qui parle là. Chargé de t'aider en droit constitutionnel. Et là, si vous voulez, on sort totalement de ce paradigme-là, puisque finalement, on a un président qui déclare vouloir avoir envie d'emmerder des gens qui ne font rien d'illégal. Et là, je trouve que, encore une fois, il aurait dit « j'ai envie d'emmerder les récidivistes qui agressent des gens dans la rue ». Bon, on aurait compris, c'est pas un langage présidentiel, on est d'accord, mais on aurait compris le sens. Là, c'est vraiment très très grave, parce que finalement, ça revient à dire qu'il y a non seulement des catégories de sous-citoyens, mais des gens qui, alors même qu'ils sont en règle avec le code civil, avec le code pénal, peuvent légitimement être emmerdés. Ouais. Lou Vialet, je sais que vous avez une position un petit peu différente, parce que je vous ai entendu parler des non-vaccinés de manière très réprobatrice. Absolument. Faire une faute de français. Mais, et pour autant, vous êtes aligné sur le président Macron, ou vous trouvez que c'est too much, on va dire ? Pour moi, le ton qu'il a employé m'importe en réalité assez peu. J'ai l'impression qu'on tombe complètement dans un piège qui serait celui qu'il a tendu à une partie de la droite et à une partie de ses oppositions. En réalité, je crois qu'on fait d'un problème sanitaire un problème de salon. On est en train de parler ici, voilà, du terme emmerdé que ne devrait pas prononcer un président. Ouais. Est-ce qu'il a le droit de dire « je veux » ou « je ne veux pas » ? Je crois que tout ça n'a vraiment aucun rapport avec la question. C'est drôle. Qui est celle... je ne sais pas si c'est drôle. Parce qu'en réalité, il y a quoi ? Il y a 9% de personnes dans la population française qui ne sont pas vaccinées. 9% des gens qui sont au-dessus de 20 ans. Sur les 67 millions de Français. 9% des gens qui sont au-dessus de 20 ans. Ces gens-là représentent 44% des hospitalisations. Ils représentent 44% des décès et 58% des gens qui sont en soins critiques. Ouais. Par ailleurs, ils ne leur est pas imposé de se faire vacciner. On n'est pas dans une dictature ou dans un État apartheid. Là, on mélange absolument tout et on se décrédibilise en utilisant des termes absolument... L'Autriche a choisi de l'obligation vaccinale. C'est pas pour autant une dictature, il me semble. Hein. Absolument. Et puis, il faut faire une chose. Une dictature, c'est quand on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on a le choix. On peut tout à fait critiquer le gouvernement, même parfois... C'est un faux choix.
C'est un faux choix. Non, c'est pas un faux choix. Mais vous avez le choix, mais vous pouvez pas prendre le train, vous pouvez pas aller au restaurant. Est-ce que c'est un vrai choix? Non, c'est complètement hypocrite. Les Juifs en 40 n'avaient pas le choix de porter une étoile jaune. Aujourd'hui, et donc les comparaisons avec l'étoile jaune ou avec l'apartheid des régimes d'exception, des régimes racistes, il n'y a pas de comparaison à avoir. Et même c'est odieux en fait cette comparaison-là. Le vrai problème. Je n'ai jamais fait cette comparaison. Pour revenir en réalité au centre du problème, c'est un problème sanitaire. On est encore dans une pandémie. On ne va pas la contester puisqu'elle est encore là. Elle a tué plus de 124 000 personnes. C'est pas une petite grippe. C'est pas une petite grippe. La grippe, ça tue 10 fois moins de personnes. Donc ça tue des gens qui sont fragiles, qui sont particulièrement âgés et qui sont aussi parfois jeunes avec des comorbidités. Maintenant, pour les protéger, il y a le choix. Soit il y a des gens qui ne se vaccinent pas et qui pensent qu'à eux-mêmes, à leur petit nombril, soit les gens qui se vaccinent et qui font en sorte que du coup, le vaccin circulera moins. Et donc il faut être responsable. Mais vous trouvez que c'est normal qu'un président de la République dise que y a des sous-citoyens qui sont ceux qui ont choisi de ne pas se vacciner? Moi, je trouve que ça fait de deux des sous-citoyens. Il y a peut-être ici des gens qui ne sont pas vaccinés. Est-ce que c'est habile de sa part, parce qu'il a réussi à faire en sorte que c'est habile de sa part, puisqu'il a réussi à faire en sorte que tout le monde en face de lui, c'est-à-dire 10% de la population française, un peu moins pour les porte-paroles anti-vax ou non-vax, est tombé dans son piège, en fait, en étant irresponsable. Le but du jeu de cette vaccination, c'est pas un jeu d'ailleurs, c'est tout simplement d'être responsable en période de pandémie. Et ce qui est indigne, c'est que des gens pensent à eux-mêmes, à leur nombril, à leur fausse liberté, parce que c'est pas un problème de liberté publique, mais un problème de santé publique, dans un moment où les gens meurent, en fait, à cause du Covid et où l'hôpital explose par l'irresponsabilité des individus. Lou, je vous ferai suivre, Romain, juste une seconde, je vous ferai suivre tous les messages qu'on va recevoir, parce que je peux vous assurer qu'on va être inondés. Non, mais c'est le moment de les convaincre, justement. Allez vous faire vacciner. Allez vous faire vacciner, ne tombez pas dans le piège de ceux qui disent que ce sera un problème de liberté publique et qu'on sera en dictature. C'est un piège, et en faisant ça, la droite se décrédibilise. La droite se prépare même à ne pas gouverner. Lorsqu'on entend des gens comme Éric Zemmour, qui fuient évidemment le problème pour ne pas diviser son potentiel électoral en disant il devrait emmerder plutôt les migrants. Mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet migratoire est un autre sujet que le sujet vaccinal, le sujet sanitaire. Il faut être responsable aujourd'hui. Allez, Romain, vous frétillez d'impatience de me contredire. Parce que déjà, en fait, on oublie de préciser que la vaccination de masse est une politique sanitaire parmi d'autres. Parce que là, les chiffres que vous avancez, quand bien même ils sont. On ne va pas faire le débat sur l'efficacité. Les chiffres sont ceux de l'Institut Pasteur. C'est vraiment sur le président de la République. Je parle de la politique co-vaccinale. Parce que c'est une chose d'avoir une efficacité vaccinale sur quelqu'un en particulier, ou alors sur tout le monde. Mais très vite, il met. J'ai pas bien compris, pardon. C'est-à-dire que c'est une politique vaccinale. On peut se vacciner individuellement. Moi, j'ai eu une méningite, par exemple. J'ai failli mourir contre une méningite. Il y a un vaccin contre la méningite. J'oblige pas toute la population française en fait, à se vacciner. Non, mais tout le monde n'a pas la méningite en France. Ben oui, mais tout le monde pourrait l'avoir. Et la méningite, elle tue, et c'est extrêmement grave. On va revenir. Pardon, pas du tout. Excusez-moi, d'abord pas de Mais moi, je voulais revenir sur l'essentiel. C'est pourquoi ça serait égoïste de ne pas se vacciner. Déjà, premièrement, il y a plein de traitements, enfin, il y a des traitements qui ne sont pas forcément proposés aux gens, donc il n'y a pas d'alternative. Mais en quoi ça serait égoïste? Parce que c'est un risque de se faire co-vacciner? Non, mais je vais vous expliquer. Non, mais pourquoi ça serait égoïste? On va pas faire ce débat. Excusez-moi, Lou et Romain, on va pas faire ce débat-là maintenant, parce que pour moi, c'est pas la question. Juste une phrase qui me pose la question. J'aime bien votre Non, parce que ça va remettre une. Parce que c'est anodin le vaccin. Non, c'est pas ça. Ça permet de limiter la circulation des virus. Ce qui m'intéresse. Non, mais c'est juste une piquure. Donc c'est juste une piqûre, il ne faut pas en avoir peur. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Non, l'égoïsme, c'est en fait de ne pas se faire vacciner par peur du vaccin. Stop. Alors, on va continuer ce débat. Ce débat, donc le président de la République a pris un certain nombre de positions, manifestement très discutables, et ici même, la température est en train d'augmenter. Le président de la République, il a dit aussi d'autres choses dans cette interview. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu jusqu'au bout, mais il a dit qu'il était candidat, en gros. En gros, il l'a pas dit officiellement, il l'a pas dit, il n'est pas venu au général au journal de 20h, mais il a dit j'ai un très fort désir de. Et est-ce qu'il l'a pas dit en faisant cette déclaration sur j'emmerde les non-vaccinés et les non-vaccinés sont des sous-citoyens? Est-ce que c'était pas sa manière de cliver déjà? Oui, mais c'est ça qui est choquant. Je pense qu'il a posé ce que je vous dis. Mais sur un sujet aussi grave, je suis tout à fait d'accord, c'est très choquant d'instaurer un clivage qui lui est propre et qui va le servir durant sa campagne, parce qu'il sait très bien que les non-vaccinés ne sont pas des gens qui sont acquis à son électorat et qui vont voter pour lui. Donc du coup, il veut instaurer ce clivage-là. Et je trouve ça d'autant plus choquant que ça remet une pièce dans la machine du
de la théorie du bouc émissaire, cette fameuse théorie qui veut que à chaque moment, eh bien, il y ait une catégorie de la population, dès qu'il y a un problème, qui soit l'objet de toute la vindicte publique. Et ça, c'est, vous savez, c'est la thèse du grand professeur, grand philosophe René Girard. Et ça marche à toutes les époques. Vous avez à chaque fois qu'il y a le problème, en fait, c'est le Covid. C'est pas les non-vaccinés qui sont responsables de tout. C'est d'abord le Covid. Enfin, faut mettre les choses à leur place. Et dans l'ordre, c'est factuellement faux, monsieur. Et dans l'ordre, c'est factuellement faux. Dans l'ordre, il y a aussi l'incapacité. Je ne dis pas tout le monde à la fois, autrement ça ne marche pas. Dans l'ordre, il y a aussi l'incapacité de nos gouvernants, quels qu'ils soient. Moi, je parle de la France. Le reste, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je m'intéresse à mon pays. De nos gouvernants, à avoir pris les bonnes mesures efficaces. Depuis 2 ans, ils mentent. Ils trompent tout le monde, ils font absolument n'importe quoi. Ils diminuent les places d'hôpitaux. Objectivement, leur attitude et leur responsabilité dans le résultat de la pandémie est absolument hallucinant. Je pense que c'est un cas d'école. Donc aujourd'hui, comme le disait Benoît, faire porter cette responsabilité-là et le résultat de la pandémie qui, en effet, a occasionné un certain nombre de dizaines de milliers de morts sur le dos de ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est un transfert de responsabilité qui est moralement, philosophiquement, qui est absolument, qui est scandaleux. C'est absolument lamentable. C'est lamentable. Je vais faire avancer le débat. Autre chose, juste est-ce que vous lisez un petit peu les rapports sanitaires? Ce qui se passe, pardon. Je vais faire avancer le débat. Vous prétendez que l'Institut Pasteur est corrompu? Stop. Il reste à peu près 5 minutes de temps. Il reste à peu près 5 minutes de temps. Il a été dit quelque chose sur la position du président de la République, c'est que cette position clivante était faite pour obliger ses adversaires politiques à se positionner. Ils sont tombés dans le piège. Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, tous ceux dont on peut sentir qu'ils sont parfois, et Mélenchon aussi, dont on peut sentir qu'ils ne sont pas très à l'aise avec ces sujets-là, donc ça veut dire peur d'antagoniser une partie de leur électorat. Ça veut dire qu'en plus, ils jouent au petit politicard sur une situation dramatique et sur la mort des gens, et sur un sujet aussi grave. Donc là, c'est encore plus grave pour ce type qui, pour moi, est un inconséquent complet. Mais ce qui est encore plus grave, et c'est dont on ne mesure pas les conséquences, c'est que demain, quand un petit malfrat se fait choper par des flics ou des élèves dans les écoles, et va leur dire « moi j'ai très envie de vous emmerder », qui va pouvoir le punir? Qui va pouvoir lui dire, là, il y a insulte à agent ou il y a insulte à magistrat? Ça n'a rien à voir, monsieur. Bien sûr, ça a à voir. Ça n'a rien à voir, monsieur. On est sur un sujet sanitaire. Ça, c'est votre avis, on n'est pas sur le sujet migratoire. Mais je ne suis pas en train de parler... Je ne crois pas parler de migration. Le coronavirus, c'est pas le sujet migratoire. Attendez, je suis en train de parler de l'autorité. Il a détruit l'autorité dans toutes nos sociétés. Si mon fils, demain, me dit, papa, moi, je vous emmerde, j'ai envie de vous emmerder ce soir, je vais lui dire quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? À quel moment l'autorité est assumée et sort grandie de cette affaire-là? Oui, il y a une valeur exemplaire du président. Il a tout détruit. C'est le sujet. Là, à la limite, le sujet, le vaccin, c'était un prétexte. Le sujet, c'est l'insulte et c'est les sous-catégories de personnes. Et c'est là où c'est grave. Lou, vous n'êtes pas sur cette position. D'abord, je trouve ça odieux de dire qu'il y a une invention. D'abord, je ne suis pas pour le président de la République. Je suis pour la raison et la rationalité. Et aujourd'hui, je trouve qu'une partie de la droite, pas toute la droite, mais en manque complètement et tombe complètement dans tous les panneaux qui nous sont tracés par nos adversaires politiques. C'est peut-être vous qui tombez dans le panneau. Oui, alors, je vais terminer en revanche ma diatribe. Il se trouve que vous avez dit qu'il n'y avait pas de cause et de conséquences, de relation de corrélation entre ne pas se faire vacciner et l'embolie des hôpitaux, le fait que les hôpitaux soient saturés. Oui. Ça, c'est faux. Je vous propose de lire un petit peu l'Institut Pasteur, de lire l'adresse, de lire un petit peu toutes les institutions les plus sérieuses de notre pays en termes sanitaires qui montrent bien qu'il y a une surreprésentation des non-vaccinés et qui est d'abord importante pour eux, et qui est importante, qui a des conséquences sur le reste de la population et sur l'embolie des hôpitaux. Ça, c'est la première chose. Mais c'est faux. C'est faux. Qui est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous êtes pour vous opposer à la parole des plus grands médecins de notre pays? Mais parce que tous les chiffres qui sortent le sont là. On vient d'entendre parler de l'histoire de Djokovic en Australie. En Australie, il y a 69%... Vous avez le même raisonnement que le public de Cyril Hanouna, mais c'est indigne, monsieur. Merci, très intéressant. C'est vrai, Cyril Hanouna, c'est 69% des personnes qui sont aujourd'hui dans les soins intensifs et qui sont à l'hôpital en Australie sont des doubles vaccinés. 69%.
Non, mais c'est pareil dans le monde entier. Non, mais... En Afrique du Sud, où est né Omicron, c'est pareil. C'était que des gens survaccinés. Contre Omicron, il vaut mieux un rappel qu'aucun vaccin. D'accord. Vous avez vu l'OMS un petit peu. Mais en l'occurrence, c'est pas. Non, il faut créer des lits d'hôpitaux. Et le contraire de ce qu'a fait Macron depuis 2 ans. Il vaut mieux se vacciner pour envoyer moins de personnes à l'hôpital. Vous avez le même avis que Bouba. Vous vous rendez compte où vous en êtes arrivé? Vous avez le même avis que Bouba. Mais ça sert à rien de caricaturer les gens. C'est vous qui vous caricaturez vous-même, monsieur. Pardon. Là, c'est un sujet grave, c'est un sujet de liberté. Vous êtes en train de nous parler de sanitaire. Ça faisait bien longtemps. C'est un sujet sanitaire, monsieur. Ça faisait bien longtemps que j'arrivais pas à maîtriser l'attelage. Mais oui, ça fait 2 ans qu'ils nous le disent. Il s'agit de ne pas transmettre le virus. Attention, hein. Attention, hein. Alors, je maîtrise plus l'attelage. Vous avez remarqué? Les apprentis Bouba sont pas Il y avait Agathe. Comment elle s'appelait? Agathe Gaillard, qui coupait les micros. C'est très, 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 très vieux. Hein. J'étais même pas enfant. Qui coupait les micros des gens dans les débats. Agathe Gaillard. Je ne peux pas le faire. Le réalisateur me souffle dans l'oreille qu'il pourrait le faire. Ce serait drôle, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Ok, non, un tout petit peu de discipline. Je vous rappelle que nous avons des gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et quand vous parlez les uns sur les autres à 2, ou encore mieux à 3, et moi que je rajoute ma voix 4e dessus, plus personne n'entend rien et les gens zappent. Ce serait dommage. Parce que votre parole a de la valeur et que ce que vous dites est motivé. Bon, on va clore ce sujet pour cette fois-ci, puisqu'on va y avoir passé plus de 20 minutes. Allez, j'allais remettre une bûche dans le feu, mais on allait en prendre pour 10 minutes. Allez, on passe au deuxième sujet. Je vous propose de nous retrouver dans 2 minutes, mais on a vu que c'est chaud, là. Hein, et j'espère que ça va continuer, parce que le prochain sujet, c'est les 500 signatures, et ça va rock'n'roller. À tout de suite. Bonjour à tous. Alors, nous avons 4 clasheurs qui clashent, hein, au cas où ça vous aurait échappé. Deuxième sujet, les 500 signatures. Alors, en gros, depuis 1962, mais je laisserai la parole à M. Dumoulin, qui est spécialiste de droit public et de droit constitutionnel. En gros, depuis 1962, il y a un filtre à l'entrée pour limiter le nombre d'énergumènes, comme disait le président de Gaulle, à l'élection présidentielle. Ce filtre a bougé, mais globalement, il est actuellement à 500 signatures. À chaque élection, il y a des futurs candidats qui se plaignent de ne pas y arriver. Beaucoup y arrivent d'ailleurs. Hein. La question maintenant, puisqu'on a le cas Zemmour, hein, qui manifestement peine aux alentours de 360 parrainages, la question, c'est est-ce que ce dispositif doit être réformé par des parrainages citoyens, par pas du tout de parrainage, par un système différent, ou est-ce que finalement, ça ne fonctionne pas si mal? Et je vous cède la parole, Benoît. Alors, sur un sujet comme ça, il faut, vous avez raison, revenir à l'intention initiale du législateur, en l'occurrence de l'exécutif, le général de Gaulle, qui, en 1962, voulait éviter, vous l'avez dit, les candidatures d'énergumènes. En gros, il y avait quelqu'un qui se présentait à chaque fois, qui s'appelait Ferdinand Lopp, et qui était un humoriste dont le programme comportait des mesures par exemple, comme l'extinction du paupérisme après 10 heures du soir, comme la suppression du dernier wagon de métro, enfin, un programme absurde. C'était un humoriste. Et il voulait se présenter à chaque présidentielle, et la philosophie du général de Gaulle consistait à obtenir des parrainages, non pas avec une visée politique, non pas pour trier en fonction des candidats, mais juste pour éviter les candidatures de farfelus. Et à l'époque, déjà, il y avait 2 philosophies qui s'affrontaient, celle d'un côté du général de Gaulle et puis de René Capitan, qui pensait que c'était au peuple de décider, moyennant juste un filtre des candidatures farfelues, et de l'autre côté, Giscard d'Estaing... et Pompidou. Pompidou, bien sûr, et puis toute une partie des démocrates chrétiens et de l'ancien personnel de la 4e République, qui, eux, étaient assez méfiants vis-à-vis du peuple. Vous savez, c'est la grande méfiance des libéraux, hein, qui remonte à Tocqueville, et qui, eux, pensaient qu'il fallait un filtre, mais un filtre
cette fois-ci politique. Et au début, dans les débats, on parle de mettre 2000, 5000 parrainages. Bon, finalement, le général de Gaulle va limiter les parrainages à 100, de manière anonyme et avec des visées non politiques. Et puis, c'est Giscard d'Estaing qui, en 1976, va changer totalement la philosophie de cette loi pour finalement en faire une forme d'élitisme libéral, c'est-à-dire finalement on doit se méfier des choix du peuple et on doit en tout cas faire en sorte qu'ils soient agréés par une caste d'élus. Et là, on va avoir 500 signatures. Dès 1976, ce qu'on ne sait pas, c'est que elles seront publiques. On croit que c'est François Hollande, mais non, c'est déjà en 1976. En tout cas, plus précisément, il y a parmi toutes les signatures des candidats 500 qui sont publiques. Ça ne veut pas dire que celles qui sont au-dessus, si par exemple vous en avez 1000 ou 1200... Oui, parce que les candidats, pour beaucoup, ils en ont largement plus de 500. Hein. Notamment ceux qui ont des élus, notamment qui ont un parti politique qui soutient leur candidature. Elles étaient rendues publiques à la fin, alors que maintenant elles sont rendues publiques progressivement. Voilà, et c'est ça qui a été changé par François Hollande, mais la logique est la même. Et donc la logique maintenant, c'est celle de l'affichage de la publicité. Et puis, on le voit bien, le problème n'est pas tant le système de parrainage que le fonctionnement de notre démocratie. Pourquoi aujourd'hui, un élu local a-t-il peur de donner sa signature, par exemple, à Éric Zemmour, par exemple, à Marine Le Pen, parce qu'il a peur, et ça, ce n'est pas normal, que, du coup, ces subventions pour refaire le théâtre municipal ou un pont ou une route lui soient sucrées par le département. Et pardon, il y a quand même un élément de contradiction par rapport à ce raisonnement que j'ai déjà entendu, c'est qu'à chaque élection présidentielle, il y a au minimum 10 candidats. Le record, c'est 2002, il y a eu 16 candidats. 16 candidats, ça abaisse le seuil du deuxième tour. Pardonnez-moi, moi, il me semble que quand Jean Lassalle est candidat, on n'est pas loin d'un énergumène, même si c'est un député... Ah non, enfin, il y a quand même... Il va apprécier, mais... Oui, non, on est d'accord que c'est pas un humoriste. Mais c'est pas loin, je suis d'accord avec vous. En fait, on n'est pas très loin de ça, quand même, non ? C'est pour ça que, dans les solutions... en tout cas. Oui, voilà. Je termine juste sur les solutions à proposer. Je pense que il faudrait garantir l'anonymat, revenir sur un système, le nombre 100 ou 500, peu importe, en tout cas revenir à l'intention générale qui a présidé à la loi 62 et peut-être instaurer un système qui valide ces parrainages d'élus locaux par 150 000 citoyens. Comme ça, on s'assurait qu'un farfelu ou un énergumène ne pourrait pas se présenter. Parce que si quelqu'un rencontre, par exemple, je pense que Jean Lassalle, vous faites le test, il aurait, je sais pas, les chasseurs, les gens de la ruralité. Donc ça veut dire que c'est plus qu'un farfelu. Vous voyez ? Donc à partir du moment où quelqu'un a une réelle emprise sur l'opinion publique, on peut considérer qu'avec une confirmation citoyenne, eh bien, une personne pourrait se présenter. Là, on serait dans un système plus démocratique. Mais alors, je m'adresse à vous, Lou Vialet. Est-ce que la position de Zemmour, qui est actuellement « je ne vais pas y arriver », alors que finalement tout le monde y est toujours arrivé, sauf Jean-Marie Le Pen, en 81. de mémoire, c'est en 81 ? 181. Ok. En 81, tout le monde y est toujours arrivé. Est-ce qu'on n'est pas proche d'une sorte de chantage démocratique ? Alors, je crois qu'on se souvient tous ici, à chaque présidentielle, on entend des candidats parfois très gros dire qu'ils ont du mal à récolter leurs signatures. Mélenchon, ça fait tout à fait partie du jeu, ça permet un petit peu de mettre de la tension autour d'eux, et en plus de ça, de solliciter encore plus les maires, de leur mettre une forme de pression. Maintenant, moi j'ai une question. A priori, si on veut se présenter à la présidentielle, c'est pour gagner, c'est pour gouverner. Et est-ce qu'on peut gouverner seul ? La question, je pense, elle est un peu rhétorique. Quand on gouverne aussi avec des élus locaux, aussi avec des relais dans la société. On ne gouverne pas tout simplement parce qu'on a été placé comme ça à l'Élysée par un concours de circonstances. Et du coup, moi, je trouve ça plutôt normal qu'il y ait une barrière à l'entrée et qu'il y ait une barrière de grands élus, ou de petits élus. D'ailleurs, les 500 signatures, ça peut être un petit maire comme un très grand maire qui les donne. Il y a un vivier de 42 000 signatures potentielles. Voilà, tout à fait. Parrainage potentiel. Hein. Donc il faut quand même justement... Des maires de toute taille. Vous faites bien de le dire, parce qu'en fait, il faut dire qu'on dit les maires parrainent. En fait, les maires ne parrainent pas. 3/4 des maires ne donnent pas leur signature. Ah, ok, tout à fait. Les maires peuvent tous parrainer. Oui, mais pourquoi ? Non, mais ce qu'il faut savoir, après, est-ce qu'on change les lois, etc. Mais en fait, quand les gens, on leur donne ce chiffre, ils disent « Ah, bah, on va aller voir les maires. » Non, il y a 3/4 des maires qui vous pouvez appeler... Qui refusent de s'engager. Non, mais c'est leur choix. Mais ils ont une mission morale, en tout cas, et politique, et qu'ils n'acceptent pas. Donc,
ça a déjà, en termes de chance d'avoir des signatures, il y a 3/4 des maires qui, a priori, ne signeront pour personne. Voilà, Romain, c'est comme le Covid, ils ont le choix de se faire vacciner ou pas, ils ont le choix de parrainer ou non. Je n'ai pas là-dessus. Je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, mais il faut savoir que sur ce chiffre de 40 000, plus il y en a d'autres, il y a d'autres personnalités politiques qui peuvent apporter la signature. Il y en a 42 000, voilà, c'est le vivier, c'est ça. Mais on va dire que voilà, le marché, entre guillemets, n'est pas aussi important qu'on se l'imagine. Mais 500 signatures sur 42 000... le problème, parce que finalement, c'est pas le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément le choix, justement. On parle de pression politique. En fait, c'est pas vraiment le problème des parrainages. C'est pas tant ça. C'est un autre problème qui est que donner sa signature à un tel ou un tel, c'est se faire montrer du doigt. Ça peut avoir des conséquences. Et c'est ça qui révèle un mauvais fonctionnement de notre démocratie. D'accord. Grégoire Boucher, ça n'a pas empêché des gros candidats de se présenter. Oui, mais ça peut l'empêcher. Non mais, Grégoire Boucher, imaginons qu'Éric Zemmour ne puisse pas se présenter parce qu'il n'a pas les 500 signatures. En théorie, c'est possible. Ouais. Ce serait un séisme supplémentaire en France. On en a eu d'autres. Quand en 2002, Jacques Chirac refuse le dialogue avec Jean-Marie Le Pen, c'est un séisme politique parce que c'était jamais arrivé, ce refus entre les deux tours. Du débat démocratique. Ouais. Qu'on aime l'un, qu'on n'aime pas l'autre, c'est même pas le sujet. Ce sont des événements, et pourtant c'est passé comme une lettre à la poste, et finalement ça n'a empêché aucune bonne conscience de dormir. Là, le problème qui se pose, il n'est pas un problème structurel dans l'organisation, c'est normal, peut-être si on veut que l'élection présidentielle, moi je ne suis pas républicain, donc ça me laisse complètement indifférent, mais si on veut que cette élection présidentielle, et derrière ceux qui auront une forme de légitimité à gouverner, puissent le faire sereinement, il faut bien que tout ça soit organisé de manière sérieuse. Donc l'initiative de Gaulle au départ d'organiser ça ne me semble pas une mauvaise idée. Aujourd'hui, c'est un outil de propagande. C'est véritablement un outil de propagande. Et pour bloquer... Pour qui contre les élus. C'est-à-dire qu'en effet, ce que dit Benoît est la réalité. C'est-à-dire que celui qui donne sa voix à Jean-Marie Le Pen, à Marine Le Pen aujourd'hui, ou à Éric Zemmour, il sait qu'il perd potentiellement tous ses mandats, il perd toutes ses aides, il va perdre... Et pourtant, Marine Le Pen a eu ses parrainages. Exactement, 2 fois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des maires kamikazes. Et au contraire, il y a eu plus d'élus à chaque fois, plus d'élus locaux à chaque fois. Mais après les élections, mais à l'instant T, celui qui donne sa voix, je vous garantis qu'il se prend, il se prend localement, mais des insultes partout. Et puis, c'est le conseil régional qui retire les subventions, le conseil général qui fait pareil. En effet, c'est les travaux à tel endroit qui sont bloqués. Donc, il y a un véritable chantage technique qui se fait. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quand même à Hollande qu'on le doit, mais le rendre... que ce soit contrôlé par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui ait eu des gens très sérieux, qui aient une légitimité pour contrôler qu'effectivement ce soit fait, amen. Mais que ce soit livré en pâture à la presse dans les 10 minutes qui suivent le moment où le gars a signé, c'est un scandale, c'est un vrai scandale démocratique. C'est un vrai scandale. Allez-y. Je crois qu'il ne faut pas être pudibond, si vous voulez. D'abord, qu'il y ait des rapports de force locaux dans le pays, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et donc, si un élu n'est pas capable d'assumer son choix démocratique, parce qu'il pense qu'il aura des subventions en moins, c'est d'une certaine manière la règle des rapports de force. Et donc, si vous, en tant que candidat, vous n'avez personne sur le terrain, dans les mairies, pour faire vivre votre rapport de force, n'allez pas à l'Élysée. Ça veut dire que vous ne pourrez pas gouverner la France. Allez à l'Élysée quand vous aurez suffisamment d'élus locaux, quand vous aurez un parti qui fonctionne et quand vous serez professionnel. À ce moment-là, oui. Non, mais donc, faut pas non plus. Ok, mais toutes les candidatures au présidentiel ne sont pas des gens qui vont pour le poste suprême. Sont parfois des candidatures. C'est la communication. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas besoin des 500 signatures. Être présent dans les débats démocratiques. Marine Le Pen a eu ses signatures. Jean-Marie Le Pen avait ses signatures. C'est faire fi quand même des campagnes de presse. Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Poutou, on sait bien, et personne ne peut croire, à commencer par eux-mêmes, qui vont être élus président. Le jeu, c'est gouverner quand même, si on n'a pas des élus locaux et des relais locaux. C'est complètement hypocrite ce que vous dites, parce qu'en fait, vous ignorez la réalité de la diabolisation. Mais non, je l'ignore pas, monsieur, je l'ai vécu, la diabolisation, voyons. Vous l'avez peut-être vécu, mais vous l'ignorez comme si finalement c'était un manque de courage de la part d'élus qui n'osent pas assumer tout ce qu'ils pensent. En fait, ce n'est pas du tout ça, c'est que derrière, c'est pas tant le problème des parrainages, c'est le problème de la diabolisation de certaines candidatures qui vous amènent des problèmes. Non, il n'y a pas
pas de diabolisation. C'est ça que vous dites? Non, mais vous victimisez. On ne va pas progresser, vous ne progressez pas en disant que tout le monde vous diabolise. Mais non, vous progressez en gagnant du rapport de force, il n'y a pas les mêmes risques en ayant des élus. Il n'y a pas les mêmes risques en parrainant. Il n'y a pas les mêmes risques en parrainant Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse qu'en parrainant Éric Zemmour et Marine Le Pen. Oui, mais Marine Le Pen y est arrivée, non? Alors, elle y arrive, mais toujours difficilement. Si Zemmour n'y arrive pas, c'est que donc il n'est pas assez bon. Et si Marine Le Pen n'y arrive pas cette année? Pour l'instant, il n'y est pas. Alors, je vais vous dire. Mais donc, est-ce que je vais faire avancer le débat. Pourquoi les campagnes de signature comme celle-ci, en fait, on en parle et puis ça fait débat, c'est que ça révèle quand même qu'il y a une, on voit qu'il y a quand même une dichotomie entre l'électorat et potentiel et puis ces représentations. Parce que si ce problème avait un visage, ça serait Madame Hidalgo qui a plus de signatures de maire que d'électeurs et qui fait ça en claquant des doigts. On dit oui, ils vont les avoir. Ça, c'est l'ancienneté. C'est dû à l'ancienneté. Non, mais d'accord. A priori, les signatures de maire sont des électeurs potentiels. Il n'y a pas de légitimité. C'est donc du bidouillage. Il y en a autant, en tout cas. Oui, mais alors, pardon, mais alors l'histoire, ce que vous êtes en train de dire, c'est que globalement, en fonction des sondages, on peut ou non se présenter. Anne Hidalgo n'a pas de légitimité parce qu'elle est à 3,5, et Éric Zemmour en a parce qu'il est quelque part entre 13 et 16. Non, mais il y a un décalage. C'est pas que la légitimité des sondages. Ouais. Si Éric Zemmour, demain, va faire un congrès à Villepinte, comme il l'a fait hier, il a mis 15 000 personnes. Ouais. Anne Hidalgo peut aller à Villepinte demain. Ça m'intéresse de voir combien de personnes vont aller écouter Anne Hidalgo à Villepinte. Avec votre logique, vous avez raison, Hanouna serait élu à ce moment-là. Les maires, il serait éligible. Non, mais sur le principe. Pourquoi moi je ne crois, parce qu'il y a plusieurs, vous avez dit que pour les signatures, ça peut être des signatures populaires de maire. Moi je ne crois qu'à l'anonymat, si tant est qu'il soit respecté, parce que c'est ça qui peut faire, qui respecte leur mission. Parce que la mission des maires, justement, c'était de trier ce qui était fantaisiste, ce qui était même dangereux, et donc on leur demande pas de soutenir. Et le problème, c'est que vu que c'est pas anonyme, c'est une hypocrisie parce qu'on a beau dire aux maires, écoutez, mais vous savez, c'est un engagement républicain, c'est pas un soutien. On sait très bien que pour les groupes de pression gauchistes, pour le conseil municipal, pour la communauté de communes, le département et la région, ça sera pris comme un soutien. Évidemment. Mais ça sera pris comme ça. Je vais faire avancer le débat. Non, pas forcément. Je vais faire avancer le débat. C'est pas sa mission, en tout cas, au maire. Récemment, j'ai lu quelque part qu'en réalité, cette démarche, ce cri d'alerte d'Éric Zemmour était assez artificiel parce qu'il était certain qu'il aurait des soutiens de maires, les Républicains, parce qu'en fait, c'était l'intérêt de Valérie Pécresse qu'il soit candidat pour faire baisser Marine Le Pen et donc pour que le seuil d'entrée de second tour, qui est quelque part entre 14 et 18% sur cette présidentielle, probablement autour de 15-16, et on voit bien actuellement les sondages, c'est Macron quelque part entre 24 et 27, Marine Le Pen et Valérie Pécresse pas très loin l'une de l'autre à 16, Éric Zemmour qui pour l'instant est en baisse, mais ça peut se retourner, aux alentours de 12. Si Éric Zemmour est véritablement candidat, n'est pas candidat, automatiquement Marine Le Pen augmente. Et à ce moment-là, elle risque de dépasser... Oui, mais Valérie Pécresse donc Zemmour sera soutenu par des maires... Oui, mais Valérie Pécresse, et ça c'est un jeu dangereux parce que c'est le jeu du faible, le jeu du lâche qui dit de toute façon... parce que moi je pense que Zemmour ou pas Zemmour, Valérie Pécresse, elle ne sera pas au second tour, de toute façon. Mais ça c'est de la tambouille. Oui, mais les sondages sont moins formels que vous. Hein. Oui, mais si ça arrange. Évidemment, si ça arrange, ça on le sait, ça c'est de la tambouille politique. C'est si ça m'arrange que si moi j'ai des cortèges d'élus et que ça m'arrange que dans l'opposition ou dans mon camp il y ait un candidat, bon bah je lui arrange les signatures. Mais moi ça vous choque? Moi je dis juste. Vous Vialet de quoi? Pardon. C'est le fait que Valérie Pécresse puisse soutenir, ou des maires républicains puissent soutenir Éric Zemmour? Non, ça ne me choque pas du tout. Et contrairement à Romain, moi je me souviens d'une jurisprudence qui nous avait tous surpris. C'est celle de François Hollande, qui est devenu président de la République, alors qu'un an avant, ou un an et demi avant d'être élu, il était mesuré à 2%. Donc, a priori, oui, je vois peut-être Madame Pécresse sur le second tour, on n'en sait rien. Il y a des possibilités de manœuvre. Moi, ce qui me dérange davantage, c'est de dire que les élus doivent choisir dans l'isoloir, d'une certaine manière, que leur choix ne doit pas être public. Pour moi, un élu, c'est quelqu'un qui est regardé par la population et qui représente quelque chose, et ses choix doivent être publics. Vous faites une différence entre nos votes à nous tous, qui n'est pas public si on ne le rend pas public,
On n'est pas des élus, nous. Alors qu'un élu devrait... Quand on va en séance, au conseil municipal, régional ou à l'Assemblée, on voit ce que les gens votent. Les gens pour qui on a vu, on voit qui votent. Tu fais semblant de pas comprendre. C'est pas un choix. C'est censé être un critère de savoir si ce candidat est crédible et non fantaisiste. Et le problème, c'est que dans l'opinion et dans l'opinion politique et populaire, ce n'est pas pris pour un choix corrationnel, c'est pris pour un soutien. On n'y peut rien, quoi. C'est comme ça. Mais c'est des soutiens. Okay. Et alors, si c'était vrai ce que tu dis, Marine Le Pen n'aurait jamais pu se présenter. On va s'arrêter là. Le temps est écoulé. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Comme disait Benoît Dumoulin, on aurait pu faire 1 heure sur le premier sujet. Là, on va se limiter et on se retrouve dans quelques minutes pour le 3e et dernier sujet qui est Zemmour, multi-condamné, peut-il être président de la République? À tout de suite. Éric Zemmour vient à nouveau d'être condamné. Alors, il fait appel, et évidemment, la condamnation n'est pas définitive, mais c'est la 3e fois. Il a déjà été condamné une première fois en 2011 de mémoire, une deuxième fois, je ne sais plus quand, et il passe dans les jours qui viennent pour une 4e condamnation éventuelle. Bien sûr qu'on va parler des fondamentaux et pourquoi il serait condamné, mais ma question surtout, c'est est-ce qu'un président de la République, est-ce que les Français vont voter pour quelqu'un qui est multi-condamné? C'est vraiment une question ouverte. Je pense que les Français ont beaucoup bougé. Il y a quelques années, ça n'aurait pas été le cas. La question est ouverte maintenant. Alors, Romain Guérin. Alors, sur les Français, alors, je ne sais pas si est-ce que les Français feront ou est-ce qu'on devrait, mais en tout cas, c'est vrai qu'avant de parler de ce qui s'est passé avec Éric Zemmour précisément, on pourrait se demander quel est le rapport entre choisir un chef avec certaines qualités et son casier judiciaire. Je veux dire, quand on est en temps de guerre, par exemple, si son général en fait, a un casier judiciaire, on ne lui pose même pas la question. En fait. Bref, je ne suis pas sûr que les qualités qu'on demande à un chef, c'est pas un prêtre qu'on va élire, en fait, c'est un homme d'action. Donc moi, déjà, on peut se poser la question. Certains diront, non, il faut qu'il soit propre. Deuxièmement, ça voudrait dire que, alors qu'on est quand même sur une terre chrétienne, que le pardon n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez été condamné, oui, mais ce n'est plus le cas, vous avez purgé votre peine, donc vous vous êtes lavé quelque part, donc ça veut dire, à un moment donné, il faut quand même pardonner. Et si on met ça sur la table, on donne le pouvoir absolu aux juges. Mais attendez, parce que c'est eux qui vont faire les rois. Parce qu'à ce moment-là, si, comme des gens comme Dupont-Aignan disent, pour se présenter, il faut être absolument propre, vous vous inquiétez pas qu'il y a une forme de juridiction, des juges qui sont politiques pour certains, qui vont vous inventer des affaires ou qui vont grossir le trait, comme on a vu avec Fillon, ce qui était absolument dingue, que pour... C'est pas que je soutiens Fillon ou pas, je soutiens pas particulièrement, mais enfin bon, monter ça en épingle pour des histoires de chemises ou je sais pas quoi, enfin c'était quand même des babioles par rapport à la fonction suprême. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Ce que j'entends en creux du raisonnement de Romain Guérin, c'est que c'est presque des décorations au revers de Zemmour, voire même que ce serait un renforcement de sa crédibilité je l'ai pensé très fort. que d'être condamné. Et il faut quand même, d'abord, je prends un autre multi-condamné historique qui est Jean-Marie Le Pen, que ça n'a pas empêché de se présenter à chaque élection. Je n'ai pas souvenir que cette question a été évoquée sous cette forme-là. Ouais. Et pour le coup, je trouve ça normal. Mais parce que dans les condamnations, il faut quand même voir une chose. En effet, c'est le pouvoir des juges. Dénoncé d'ailleurs par Éric Zemmour, puisque là, c'est le sujet. Est-ce que c'est de la nature de notre système d'avoir des juges qui décident qui sont les candidats, qui ne sont pas les candidats pour nous représenter? Et là, on est quand même dans un système qui devient très, très dangereux. Les condamnations, ils seraient condamnés pour pédophilie, pour trafic de drogue, pour escroquerie, pour vol à main armée. Là, en effet, il y a peut-être un problème de déontologie, un problème de mœurs. Il est condamné pour je ne suis pas son avocat. Alors, je l'ai là, inciter provocation à la haine raciale, discrimination raciale, ce sont des provocations à la haine religieuse. Là, c'est vraiment sa liberté de penser qui a été condamnée. Oui. En plus, il était chroniqueur. Un chroniqueur, c'est quelqu'un qui est là
pour aiguiller un petit peu, pour titiller, pour faire réfléchir. Et la dernière condamnation est carrément, c'est la plus grotesque de tous, parce qu'en plus il s'était corrigé lui-même en 10 secondes du propos qui en effet était trop général, et donc il avait bien spécifié. Donc là on voit bien qu'on a affaire à une condamnation purement politique. Donc je vois absolument pas la légitimité qu'on pourrait avoir à dire vous avez été condamné, vous ne pouvez plus vous présenter. Parce que là, on est vraiment dans de la, comme le disait Romain, dans une guerre politique. Je veux dire, Grégoire, ma question, elle n'était pas tant vous ne pouvez pas vous présenter, puisqu'a priori, il n'y a pas de filtre qui interdise à un candidat de se présenter. Est-ce que ça lui fait perdre du crédit par rapport aux Français ? Voilà, c'était plus ma question par rapport aux Français. D'une manière générale, oui, je pense que DSK, je prends un autre cas célèbre de personne qui s'est retrouvée dans les tribunaux pour des histoires sordides, DSK voudrait se représenter à la magistrature suprême, je pense que ça poserait un vrai problème déontologique. Là, encore une fois, on a affaire à quelqu'un qui est condamné même pas pour ses idées, pour des propos, pour sa liberté de parole. Donc je pense que je ne suis pas porte-parole des Français, mais je ne vois pas comment les Français peuvent être choqués par ça. On les empêche tellement de réfléchir aujourd'hui. Ils sont choqués, à mon avis, par le qualificatif juridique. Enfin, là, ce que vous avez dit, en fait, provocation, discrimination, haine raciale, etc. C'est les attendus. Ça marche parce qu'en gros, on ne va pas répéter ces propos ici. Chacun peut aller chercher. En gros, qu'est-ce qu'il a dit ? La terre est ronde et les flamants roses, la plupart du temps, sont roses. Voilà. Il a été condamné pour ça. Et derrière ça, on met devant le français, on lui met discrimination, haine, raciale, etc. Des qualificatifs juridiques qui font peur. Enfin, au chaland de base, on se dit oh là là, c'est un monstre, etc. Alors que si on revient au stricto sensu, qu'il a dit, ce que les gens ne font la plupart du temps pas, ça fait peur. Donc c'est là pour faire peur. Surtout, il y a un deux poids deux mesures, c'est-à-dire il a été condamné effectivement pour des propos que certains ont jugés abusifs, qui généralisent des faits précis. Vous avez à côté Alice Coffin qui dit « je veux éliminer tous les hommes ». À ce moment-là, il n'y a pas un juge qui se lève, il n'y a pas le parquet qui la poursuit. Donc vous voyez, déjà, le deux poids, deux mesures montre le côté politique de la justice. Deuxièmement, il est évident que, s'agissant de délits d'opinion, il ne doit avoir aucune entrave juridique à ce qu'un candidat condamné pour des propos, fussent-ils maladroits ou peu importe, ça c'est un autre sujet, ce candidat doit pouvoir se présenter. Et s'il y a quelqu'un qui doit trancher, ça doit être le peuple. Et après tout, je pense que le peuple fait très bien la différence entre quelqu'un qui est condamné pour une escroquerie ou par exemple, vous citiez l'affaire DSK, effectivement, je pense que de toute façon, devant le peuple, il n'aurait même pas pu se présenter. Il y aurait eu des campagnes, des cabales. Là, la question de propos tenus ne doit pas être un obstacle à la candidature à la présidentielle. Et l'intervention des juges dans une campagne, c'est ce qui s'est passé avec Fillon. L'intervention des juges dans la campagne à l'époque de Fillon, que je ne soutenais pas et que j'ai jamais soutenu, mais était là encore un cas d'école absolument hallucinant. La vitesse à laquelle ils ont détruit ce candidat, mais à vie, c'est unique. Sans l'affaire Fillon, mais Macron n'est jamais président de la République. Pas, effectivement. Donc c'est à quel moment les juges ont le droit d'intervenir, d'empêcher le peuple de décider à sa place, quoi. Lou Vialet. Oui, tout dépendra en fait si les électeurs, puisque c'est une question de politique électorale en réalité et de stratégie, est-ce que les électeurs français et les éventuels alliés de Zemmour trouveront que les propos pour lesquels il a été condamné sont extrêmement graves. Et moi, je vous rejoins plutôt, puisque en réalité, il s'est repris juste après son émission. Il avait dit, c'était pas les Flamants Roses, hein, il avait dit sur les mineurs isolés qu'ils étaient des assassins, des violeurs et des voleurs. Et c'est tout ce qu'ils étaient, ce qu'il avait dit. Ensuite, il s'était tout de suite repris en disant, non, évidemment pas tous. Il y a une grande partie d'entre eux, et effectivement, les mineurs isolés posent un problème de criminalité très fort dans notre pays. Maintenant, ce dont je me souviens, et on s'en souvient tous d'ailleurs, Daniel Obono, vous vous souvenez peut-être, après 2012, avait défendu un groupe qui avait fait une chanson qui s'appelait Nique la France, en 2012. Elle avait défendu la liberté d'expression. Et ce groupe n'avait pas été du tout condamné de rap, il avait pu dire Nique la France tant qu'il voulait. Donc d'un côté, on peut dire Nique la France, et de l'autre côté, on peut avoir des propos un peu excessifs
mais qui sont repris juste après sur les mineurs isolés. Moi, en effet, il y a un deux poids, deux mesures. Je pense qu'on le comprend tous un petit peu. C'est pas comme l'affaire Fillon. On n'a pas une carrière comme ça où on voit tout d'un coup qu'il y a des faux semblants qui étaient derrière nous. Et donc, je ne pense pas du tout que ce soit de nature à l'empêcher d'accéder à la magistrature, ou en tout cas de se présenter et de concourir davantage. Merci. Il n'empêche que ça a un impact. On voit que dans les sondages... C'est le but de toute façon. Le candidat Zemmour est en train de fléchir. Il est passé en gros de 14-15 intentions de vote à... Il tangente vers les 12. Oui, alors ça... et il semblerait que ce soit en partie à cause de ça, non? Non, mais quand on dit fléchir, il y a des choses qu'on ne dit pas déjà. C'est-à-dire que Éric Zemmour est un candidat neuf. Il vient d'arriver. Alors, on aurait pu penser, vous savez, à cette théorie du soufflet, par exemple. Il a été mis très haut, mais... Oui, parce qu'en gros, il a tenu les médias pendant 2 mois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est déjà incroyable, c'est que, je le répète, en l'espace, je crois, d'1 mois, 80 000 adhérents, payants. Il ne suffit pas juste de cliquer, il faut raquer un peu. Et il consolide. C'est-à-dire que très vite, on aurait pu dire, mais en fait, finalement, il va redescendre. Et puis, ça ne représente rien. Il n'y a pas d'écho dans la société. Moi, je trouve ça déjà dingue qu'il soit arrivé à consolider une base qui va de 12, 13, etc., qui est une rampe de lancement. Parce qu'à la limite, moi, je trouve que la position de challenger lui va beaucoup mieux que cette position de... Il est très bien là où il est. C'est une rampe de lancement. Maintenant, en fait, il va y aller, mais c'est déjà bien qu'il ait pu avoir. Parce que ça veut dire que sociologiquement, politiquement, il répondait à une demande, et cette demande existait. Elle s'incarnait réellement. Et c'est pas juste une toquade ou... c'est pas un petit courant, oui. Puis s'il baisse en ce moment, il y a d'autres polémiques dont il est l'auteur, et c'est peut-être son style de campagne qui dérange un petit peu les gens, et qui empêchera sans doute aussi quelques républicains de le rallier, par exemple, qui voudraient des paroles peut-être un peu plus mesurées. Je pense que c'est peut-être à ça dont on doit s'attendre, c'est-à-dire, en gros, un candidat qui est un peu finalement isolé, d'une certaine manière, et qui, comme l'a dit Romain, a de toute manière fait effraction dans la politique française et réussi quelque chose que personne n'avait réussi auparavant, c'est-à-dire en quelques mois s'imposer. Est-ce que ça, c'est pas une stratégie qui fonctionne pour apparaître dans la vie politique, mais qui, par définition, empêche d'arriver au second tour, et a fortiori d'être élu? Il faut quand même susciter un peu sur Marine Le Pen à propos des alliances. Oui, mais Marine Le Pen, elle a adouci son discours. Mais il faut quand même se souvenir que c'est comme ça que Donald Trump a été élu. En partant, il était à moins de 2%, il était anti-système. Moi, je ne suis pas d'accord sur la manière de parler de provocation. Il n'y a aucune provocation, ni dans les jugements qu'il subit d'une magistrature complètement politisée, ni dans les sujets pseudo-clivants qui sont inventés de toutes pièces, non pas par lui ni par son équipe, mais par des journalistes ou des opposants qui disent absolument n'importe quoi dès qu'il ouvre la bouche. Mais en même temps, c'est sa stratégie. C'est pas sa stratégie. Il a toujours cette stratégie, monsieur, quand même, comme polémiste. C'est ça qu'il veut faire. Mais la dernière polémique complètement grotesque et assez indécente sur l'histoire des handicapés, c'est pas lui qui l'a lancé, c'est ses opposants qui se sont dit tiens, là il y a un petit créneau, on va, alors que c'est une affaire complètement montée, complètement bidon. C'est pas lui qui l'a lancé. Lui derrière il s'est expliqué et effectivement là c'est retombé comme un flanc parce qu'on a réalisé qu'on venait de raconter n'importe quoi sur son compte. Mais on a décidé d'en faire un ultra, on a décidé d'en faire quelqu'un de clivant, c'est comme ça que ça a été décrit. Il est d'extrême droite, il est clivant. Donc de toute façon tout ce qu'il va dire va être là-dessus. Zemmour, comment on peut pas dire qu'il ait jamais fait sa carrière comme quelqu'un de consensuel. A priori, il a toujours clivé. Il explique d'ailleurs que la politique, c'est mais là, en l'occurrence, c'est pour ça que je cite le dernier pseudo-dérapage qu'on lui a reproché. C'est quelque chose de totalement virtuel qui a été inventé par les médias et par ses opposants. Je reprends ces critiques. D'ailleurs, ça n'a pas duré. Mais ça n'a pas duré parce que c'était bidon. Je reprends les critiques envers Éric Zemmour de l'ami qu'on rêverait tous d'avoir, c'est-à-dire le maire de Béziers. Je disais, et Éric Zemmour est quelqu'un de brutal. Et Éric Zemmour a rappelé, non, c'est le réel qui est brutal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un filtre, ce qu'on appelle le politiquement correct, en ce qui se passe réellement. Et en fait, on ne veut pas nommer les choses. Et on sait très bien que c'est comme ça, parce que si moi, il y a une réalité et que je la nomme, c'est moi qui vais passer pour vulgaire. Et pas la réalité elle-même. C'est comme ça, malheureusement. Mais Éric Zemmour est encore très policé et très propre par rapport à la réalité que nous vivons. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas la voir. Donc quand on leur met effectivement, quand on regarde à force de mettre la poussière sous le tapis, qu'on leur dit regardez à force, ils ne veulent pas la voir. Donc Éric Zemmour, ce qu'il faut lui, effectivement, c'est la proportion entre je veux apporter le réel parce qu'il y a un écho. Je vous rappelle qu'à chacun de ces déplacements, il y a des liesses. Enfin, je veux dire, c'est Mylène Farmer, quoi. Je veux dire, il se passe des choses. Il y a des liesses et il y a des affrontements.
c'est l'un provoqué. Encore une fois, provoqué. Oui, et par des milices d'extrême gauche. Ouais. OK, mais il y a une nièce populaire parce qu'il y a un discours où les gens, ils en ont marre d'avoir le réel, les informations en continu qui se mettent entre le réel et eux. Et après, c'est à lui de doser parce que c'est un politique, c'est pas un pamphlétaire, c'est pas Léon Blois. C'est sûr qu'il n'est pas là pour en rajouter, mais juste par des mots assez propres, s'il peut se rapprocher du réel. Ça suffira pour qu'il se fasse critiquer de toute façon d'extrémiste. Parce que c'est le réel qui est extrémiste. Et ce qui est certain, c'est que la campagne va être sale. Et il le sait, et il le savait avant d'y aller, c'est pour ça qu'il a hésité. Mais c'est parti sur des bases assez moches. Et le paysage politique français ne va pas sortir grandir de tout ça. Ouais. Écoutez, merci. Je trouve que c'est un parfait mot de la fin. Je vous propose de nous retrouver dans 2-3 secondes parce que Ignace a caricaturé, il a beaucoup dessiné et il m'apporte les dessins et je les partage avec vous dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, c'est le premier caricaturiste. Mais moi, je vous trouve gentil, Ignace. Moi, je sais pas, Boucher, il est beau gosse et compagnie. Enfin, il a quand même des défauts. Allez, c'est pour vous. Ouais, moi, franchement, Ignace, je pense que vous pourriez être bien plus méchant que ça. Même chose. Ah ouais, je vais pas beaucoup plus, Ignace. Vous l'avez même arrangé. Non. Ah ouais, c'est clair. Moi, je réclame pour la prochaine fois. Ouais, si c'est ça arrangé, je suis dans là. Formidable. Alors là, je l'adore, celle-ci. Benoît Dumoulin. Elle est merveilleuse. Je suis rhabillé pour l'hiver. Oui, on ravit de la crème. Ah oui, là, vraiment, on se demande ce qu'il y a derrière ces lunettes. Moi, je fais peur. Exceptionnel. Et absolument. Et Romain Guérin, lui, c'est le type avec lequel on n'a pas envie de partager un wagon dans le train. En se disant... J'ai peut-être changé de wagon, finalement. Ce qui m'arrangera, parce que j'aime beaucoup être tout seul. OK, alors là, c'est moi. OK, 5 millions de Français emmerdés par les autorités, ça leur donne à côté Djokovic. OK, c'est bien. Je l'air bien fatigué. Et Zemmour, le candidat Zemmour a dépassé les 500 condamnations. Ah oui, c'est vrai que les compteurs sont ouverts. Qui sont autant de médailles. Vous exagérez. OK, merci beaucoup, Ignace, c'est extrêmement drôle. Allez, vous avez compris que, comme le disait Grégoire, la campagne va être sale, mais elle va avoir lieu et elle va être mouvementée. Et donc, on aura des sujets pour se retrouver dans 15 jours, donc avec 4 beaux clasheurs, des nouveaux. À bientôt.